Bienvenue sur le podcast Pixis, ou plus exactement Pixis le podcast. Donc, épisode un peu spécial aujourd'hui, donc ce sera un interne Pixis. Donc, j'ai Eric avec moi. Bonjour Norman. Bonjour Eric. Et Eric va nous parler de son petit tour d'Europe. Donc, tu as voyagé dans différents pays d'Europe. Donc, pour la petite histoire, on travaille pour la même société. Donc, on est consultant pour une société belge, mais qui a des ramifications un peu partout en Europe. Et je vais laisser évidemment Eric en parler mieux que moi. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est comment la même formation donnée sur 4 pays différents a eu des répercussions, ou en tout cas un impact différent, ou en tout cas sur toi. Quel est le feedback que tu tires de tout ça? Le point de départ de cette formation ou de ces formations à les donner à l'étranger était un peu compliqué pour moi parce que certains déplacements nécessitaient qu'on prenne l'avion et je déteste prendre l'avion. Ah, je pensais que t'adorais, moi. Ouais. Donc au début, je m'étais dit, moi je veux aller faire les pays où on peut aller en voiture et je vais envoyer Norman dans les pays où on peut aller en avion. Et puis, il y a 2 réflexions qui me sont passées par la tête. Alors c'est des réflexions personnelles, mais je trouve qu'en même temps, ça montre bien ce côté prendre conscience de ce qu'on demande aux gens quand on les embarque dans de l'agilité ou du changement. Bon, la première, c'est que j'ai d'abord utilisé ma curiosité pour me dire, tiens, mais j'ai quand même envie de savoir si c'est moi qui donne le même contenu de formation, donc le même contenu, le même formateur dans des pays différents, est-ce que je vais observer une différence de comportement chez les participants? C'était quoi comme formation? C'est une formation générale de 2 jours pour comprendre les bases de Agile, Scrum et Kanban. Cette curiosité m'a servi de moteur, elle m'a permis de remplacer ma crainte par une autre sensation qui était la curiosité en me disant: «Bon, j'y vais quand même. Puis pour l'avion, on verra bien». Et en même temps, on demande aux gens dans les formations de changer, de s'améliorer, donc quelque part de sortir de leur zone de confort et je me disais: «Mais c'est bien gentil, moi je suis l'externe dans l'entreprise. Si ça ne se passe pas bien ici, je vais ailleurs, donc j'ai pas une pression, folle, en tout cas nettement moindre que celle qu'eux peuvent avoir. Si je suis même pas foutu moi-même de sortir de ma zone de confort, pour prendre l'avion, est-ce que je suis légitime pour leur demander de sortir de leur zone de confort, même si c'est pas pour prendre l'avion, si c'est pour autre chose?» Donc ça, c'était les points de départ, par rapport à ça. Hem Les voyages en avion ne se sont pas tous bien passés. C'était pas forcément facile pour moi, mais de nouveau, petit apprentissage qui peut être utilisé, par moi ou par d'autres. Je me suis rendu compte que pendant les décollages, j'essayais d'être, le plus calme possible, de respirer lentement, bref, d'arrêter le temps et le mouvement, ce qui est exactement l'inverse de ce que l'avion va faire au décollage. Donc quelque part, un superbe exemple, de résistance personnelle au changement. J'étais bien quand l'avion ne roulait pas vite, j'étais bien quand on était, au ras du sol. Et dans les derniers décollages que j'ai faits, j'ai expérimenté un truc qui consiste à essayer de tromper mon cerveau et de lui faire croire que je suis impatient qu'on accélère et que ça ne va pas assez vite et qu'on ne décolle pas assez vite et que ça ne décolle pas assez fort. Et à ma grande surprise, le premier décollage quand j'ai fait ça m'a semblé très simple. Je me suis dit: «Tiens, aujourd'hui ça ne bouge pas». Alors que c'était, jour de tempête en Belgique, j'étais en Allemagne donc pas si loin que ça et puis j'ai essayé dans les 2 trajets suivants et pareil. Donc la leçon que j'en tire, c'est que, parfois, le changement a l'air moins important quand on décide de le suivre, plutôt que de résister, hein. Si je suis sur un toboggan et que je passe mon temps à mettre mes bras pour m'empêcher de descendre, OK, je descendrai pas vite, mais j'aurai mal partout. Voilà, ça, à titre individuel, c'est ce que je retiens le plus et en même temps, ça peut être une métaphore de n'importe qui a un peu peur de passer à l'agilité, pourrait se dire: «Bah, finalement, c'est un peu comme prendre l'avion quand on n'aime pas. Qu'est-ce que je fais? Je freine ou j'essaye, de suivre le mouvement, sans trop freiner pour voir ce qui se passe, en faisant confiance à l'avion, au pilote, aux gens qui m'accompagnent et qui m'entourent?» Ça me parle pas mal parce que moi aussi,
Je pourrais le dire comme ça, dans cette catégorie, j'ai peur en avion. Et comme toi, je pense que c'est les phases de décollage qui sont les plus angoissantes. Parce que pour moi, c'est plutôt par la perte de contrôle et le manque d'anticipation. Je vois pas. Il n'y a pas de route. Donc tu sais pas anticiper. Il va tourner, il va encore monter, il va redresser. Et chaque changement, j'ai l'impression que je suis hyper sensible. Donc tu vois, à un moment, donc il monte très fort, puis parfois il fait des virages. Et puis à un moment, il arrive à son altitude de croisière, donc il redresse. Et là, j'ai l'impression de flotter dans mon siège. Et je sais pas, j'ai beau l'avoir vécu beaucoup de fois, je n'arrive pas à m'y faire. Donc peut-être que je vais essayer aussi. J'ai fait de l'hypnose. Et dans l'hypnose, justement, la thérapeute, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, me disait de me projeter justement sur mais c'est quoi le bénéfice en fait de prendre l'avion? Et je l'ai testé plusieurs fois en effet, ça m'a permis de m'apaiser, mais il y a rien à faire, c'est voilà, rien qu'en parler en fait, j'ai les mains moites, donc ça me parle, à fond, quoi. On va peut-être revenir sur ton voyage. Si tu veux revenir sur l'avion, il y a pas de souci. Mais tu fait combien de pays et quel pays, en fait? Bah, j'étais en Allemagne, en Roumanie et en Suède, en passant par le Danemark, mais j'ai pas vu grand monde, au Danemark. Bon, c'était pas une météo, géniale à aucun des endroits, donc il y avait pas ce côté, vacances, soleil, dépaysement. Pas qu'il y avait pas de dépaysement, mais pas un gros choc de ce point de vue-là. J'ai pu voir dans tes photos que tu avais compris d'où venaient les noms des meubles chez IKEA. Oui, oui, à un moment donné, dans le train entre le Danemark et la Suède, en voyant les panneaux, donc le train a fait quand même pas mal d'arrêts et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit: «Mais puisque les articles de chez IKEA, il paraît que c'est des noms de villes, je vais regarder si, les noms des gares que je croise, sont des articles dans le catalogue IKEA» et là, j'ai rigolé parce que la 1re ville où j'ai vérifié, c'était un pied de luminaire, de chez IKEA, donc c'était assez drôle. Dans les autres particularités comme ça, c'est si j'entends quelqu'un parler suédois, j'ai l'impression de ne rien comprendre du tout. Par contre, en connaissant, le néerlandais, je me suis rendu compte que je me débrouillais parfaitement, en lisant les enseignes des magasins. Ah oui. En voyant les noms, ça ressemble à du néerlandais un peu, modifié, même toilette, Toilet, c'est assez facile à comprendre même s'il y a pas les symboles. Donc voilà, il y a parfois des choses où on s'attend à des grosses différences et où finalement, ça a l'air familier alors qu'on s'y attendait pas, du tout. C'est même peut-être plus facile de comprendre le suédois écrit que l'allemand écrit. Je trouvais que ça ressemblait plus à du néerlandais que l'allemand, qui était très différent. Je ne sais pas très bien lequel m'a paru le plus éloigné, la Roumanie m'a pas paru non plus, extrêmement, déroutante. Dans quel contexte? La ville, j'ai un souvenir très, très fort de la première fois que j'étais en Angleterre où tout a l'air pareil et tu veux t'asseoir dans un resto, ils ont un système de licence que quand les restos sont petits, tu peux pas t'asseoir où tu veux. Tu veux commander une bière, ça se passe pas comme chez nous. J'avais l'impression que l'Angleterre était bien plus inhabituelle que l'Allemagne, la Roumanie, ou la Suède ne m'ont paru, cette fois-ci. La curiosité sur les grosses différences n'a pas été tout à fait, remplie, de ce point de vue-là. Disons que les différences étaient beaucoup plus fines à trouver que ce à quoi, je m'attendais. Finalement, elles sont surtout donc quand on parle d'agile et de scrum, franchement, j'ai pas vu de différence dans les réactions des gens. Plus j'ai l'habitude d'employer des exemples ou des métaphores et il y en a qui fonctionnaient pas du tout. OK. Comme quoi? Par exemple, pour parler de la dette technique, j'aime bien poser la question, en tout cas quand je donne la formation en Belgique, j'aime bien poser la question par rapport à la fameuse fête que presque toutes les écoles font une fois par an. Ça se passe sur un week-end, les parents aident à préparer, un repas et je demande toujours: «Vous préférez aller le samedi ou le dimanche?» pour expliquer qu'en général, le samedi matin, la cuisine elle est propre. Le dimanche, on ne sait pas dans quel état elle va être
Eh bien, ça n'est pas passé du tout comme exemple parce qu'apparemment, en Allemagne, en Roumanie et en Suède, les parents ne vont pas aider à faire une fête, à l'école. Donc ils me regardaient, avec des grands yeux, l'air de dire: «Mais de quoi tu parles? Pourquoi est-ce qu'on irait faire ça à l'école?» Ouais. Donc c'était, voilà, j'essaie de projeter en disant: «Eh bien, chez nous, 3 petits points», mais ça avait pas du tout le même Mmh. effet. D'habitude, quand je dis ça en Belgique, je vois les sourires qui commencent à apparaître, par rapport à ça. Les gens qui disent: «Non, non, moi j'y vais surtout pas», et ceux qui expliquent pourquoi ils préfèrent aller soit le samedi, soit le dimanche. Mais là, j'avais pas de réaction, du tout. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre d'autre comme différence? Moi, il y en a une qui m'a frappé dans chacun des pays. Tu sais que j'aime bien faire des pauses qui ont des durées bizarres et des reprises bizarres, hein. Genre, on fait une pause de 11 minutes et on reprend à 10h43 en expliquant que ça permet d'éviter que les gens soient trop en retard. Donc ça, je m'en souviens bien en Allemagne parce que quand j'ai donné l'explication, ils m'ont regardé ils croyaient que je blaguais, en fait. Ils m'ont dit: «Mais c'est une blague? Tu dis 11h43, on revient à 11h43. Il n'y a pas besoin de tout, un truc ou d'une manipulation psychologique derrière». Donc là, j'ai appris la notion de la différence qu'il y avait entre time et German time, hein. German time, c'est la minute qu'on a annoncée, peu importe si elle est bizarre, ou pas. On était ensemble en Allemagne et on a aussi découvert le German Sprint, Oui. la durée du sprint, ouais. Et oui, alors tiens, ça, je ne m'en souviens pas ça de ton German Sprint. C'était dans le point où on discutait des time box, OK. que voilà, on détermine que ça dure 40 minutes, 2 semaines, 10 jours. C'est 10 jours Ah et oui, oui. pas voilà, Oui, c'est vrai qu'en Belgique, on a souvent la question de: «Et si on n'a pas fini, est-ce qu'on rallonge?» oui. Là, chez eux, ça n'avait pas l'air d'être un problème de leur expliquer qu'on ne rallongeait pas. C'était pas la peine de le préciser. En Roumanie, ce qui m'a frappé le plus, c'était bon, tu sais qu'on a des exercices qui mettent parfois les gens un peu en porte-à-faux pour créer, une forme d'effet de surprise et de voir comment ils réagissent s'ils sont mis dans une situation, inhabituelle. Et ils étaient beaucoup plus suspicieux, que les autres. J'avais à peine commencé, je sentais déjà qu'ils se méfiaient. C'est quoi le piège qu'il y a derrière, dans la question? Donc le le soir, on a un petit peu, discuté de est-ce que c'est un effet secondaire, du communisme qui était passé, par là? C'était assez, alors c'était amusant et en même temps, c'était, je m'attendais à ce que ce soit plus difficile d'évoquer ce sujet-là. OK, En fait, j'ai pas eu besoin de l'évoquer. Ils en ont parlé très c'est librement, naturel. eux-mêmes, de reparler, de cette époque-là. Tu m'as d'ailleurs partagé justement un point que tu as observé là-bas en particulier, plus qu'ailleurs. Oui, que j'ai observé en fait, je ne l'avais pas observé, je ne l'avais pas vu. OK. Mais dans une des discussions justement, il y a une des participantes qui m'a dit: «Il y a quand même un point qu'elle retient comme bénéfique des traces du communisme, et c'était l'égalité homme-femme». Elle dit, pendant toute une période, l'usine, l'armée, c'était pour les hommes et pour les femmes, il y avait pas à choisir, et donc ça les étonne beaucoup moins, et ce n'est qu'a posteriori que je me suis rendu compte que cette équipe-là, c'était celle qui comportait le plus de femmes de toutes celles que j'avais été voir. Ça, c'était pour le côté inhabituel en Roumanie, et en Suède, c'est le décalage horaire, pas au sens, ils sont pas à la même heure qu'en Belgique, mais le décalage horaire dans les heures où ils travaillent. Ah oui. Donc dans l'équipe où j'étais, si on partait après 15h30, il fallait s'organiser à l'avance. Là, il y avait que des hommes dans l'équipe où j'étais, mais a priori, c'était normal que les papas aillent chercher les enfants à l'école, à 15h30. Ça ne veut pas dire qu'ils bossent plus, après, mais ils ont quand même tendance à commencer leur journée, plus tôt que nous. Là, c'est plutôt 7h30, 8h, OK. et 15h30, ça s'arrête. Ça, c'était les 3 images, marquantes ou différentes de ce qu'il y a chez nous et entre les équipes que j'ai pu observer. Ce que tu dis en Suède, ce serait aussi une forme de parité, d'équité entre l'homme et la femme? Je l'ai pas vu comme ça, parce que je peux pas savoir ce que ce serait, avec les femmes, mais je le voyais plus dans on laisse pas les enfants, après l'école, à l'école. Oui, Il y a ce côté famille, c'est, OK. on va les chercher, Mmh. et pas,
Le travail, l'organisation du travail fait que ça passe avant aller rechercher les enfants à l'école. J'ai pas pensé à discuter de est-ce qu'il y a des systèmes de garderie ou pas Ouais. dans les écoles. J'ai pas abordé le sujet, j'ai pas eu le réflexe. Mais ce serait intéressant à observer parce que est-ce que c'est pas organisé parce que tout le monde trouve prioritaire d'aller les chercher ou est-ce que chez nous c'est organisé parce que bah non, c'est d'abord le boulot, Oui. votre vie privée, on verra après ou voilà, je savais pas trop si quelle différence il y avait par rapport à ça. Avec un côté très très pour les 3 pays, je pense que j'avais dû passer une journée de vacances en Allemagne Oui. et j'avais jamais été en Roumanie ou en Suède, hein, donc ils étaient à peu près tous sur un pied d'égalité. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je suis a priori pas un grand voyageur, certainement pas pour le travail. Mais est-ce que j'avais déjà quitté la Belgique pour mon travail? Oh, j'étais une fois aux Pays-Bas en 30 ans. Ouais. On peut dire que je suis pas un grand voyageur, je crois. Ouais, ouais. Et est-ce que tu as eu justement l'occasion de discuter avec eux de la relation parents-enfants, donc par exemple, la durée du congé parental? Non, on n'a pas abordé, ce sujet-là. Je dirais, j'ai eu moins l'occasion de parler avec les Suédois et c'est seulement maintenant que je me rends compte qu'il y a un lien. C'est que je les ai vus il y a qu'un seul soir où je suis resté, avec eux et en me disant: «Ben, oui, les autres soirs, ils ont été chercher leurs enfants Ouais, et ils ouais. sont rentrés chez eux». Et donc on a plus parlé de qu'est-ce qui s'était passé pendant la journée, qu'est-ce qu'il fallait faire pour le Mmh. lendemain. On a on on a parlé d'autres sujets, mais j'ai un peu moins j'ai un peu moins creusé. C'est peut-être maintenant que je dis ça, c'est probablement, en Roumanie où j'ai discuté de le plus d'autres choses que de l'entreprise, d'agilité, de l'organisation logistique, de la journée. La porte paraissait plus facilement ouverte. J'ai pas forcément essayé de les ouvrir, mais voilà, il y avait un côté, quelque part ambigu. Je me rends compte, parce que d'un côté, ils sont très suspicieux de ce qu'on peut leur dire et en même temps, il y a une capacité à se livrer qui m'a semblé, sur le petit échantillon que j'ai eu, qui m'a semblé plus grande qu'en Allemagne ou en Suède. Pour compléter ça justement, moi j'ai aussi des collègues, allemands, dans une autre mission et en effet, tu en parles quand tu sais qu'il y a une différence, en fait et je sais qu'en Allemagne, les parents peuvent prendre 1 an. Donc tu as un congé parental, c'est 1 an. Donc quand la mère, accouche, elle a droit à 1 an. Chez nous, c'est 3 mois, enfin je sais plus en nombre de semaines et le père, c'est 10 jours. Donc il fut une époque où c'était 3 jours. Mmh. Donc ça évolue. Mais et si j'ai bien compris, en Allemagne, donc la maman a 1 an, mais le père peut aussi, après cette année-là, prendre 1 année. OK. Donc ils peuvent garder l'enfant 2 ans à la maison. Chez nous, c'est impossible. Enfin, il y a aussi, sur certains, je pense qu'il y a des congés parentaux, mais si tu es en full time à la maison, tu as pas 1 an, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment une avance à ce niveau-là, en tout cas du côté de l'Allemagne. Les autres pays, je ne sais pas, mais en effet, je pense qu'on a une relation avec l'enfance qui est un peu différente, alors qu'on est voisins, quasi. Et pour les Roumains, moi, je les ai vus, en fait, quand ils sont venus, lors d'un événement, type kick-off, de projet et j'ai trouvé, en effet, que les Roumains étaient les plus, festifs, je vais le dire comme Mmh. ça. Ils parlent beaucoup, ils s'intéressent à tout, enfin, voilà. Je trouvais un côté un peu, latin là-dedans, tu vois? Oui, oui, clairement, hein, clairement, c'était, d'ailleurs l'autre chose qui m'avait, frappé, je suis arrivé au restaurant, je me suis dit: «Bon, est-ce que je vais comprendre ce que je vais, commander?» Alors j'avais des souvenirs que les Roumains sont très francophiles, mais les menus étaient traduits en français, dans les restaurants, où j'ai été. Oui. Donc il y avait roumain, anglais, français, mais je ne m'attendais pas à voir le français dans l'histoire. Autre anecdote maintenant que tu dis ça, avec leur côté suspicieux, parfois ils se méfiaient de la manière dont les exercices étaient formulés et donc je leur avais donné des
des exercices en anglais, mais certaines cartes étaient recto verso, français-anglais. Et je voyais quand ils voulaient s'assurer que s'ils avaient bien compris l'anglais, ils retournaient et regardaient le français pour certains d'entre eux, en tout cas, regardaient le français pour vérifier s'ils avaient bien compris la consigne qu'il y avait à suivre. Je sais que dans la formation, tu as un exercice avec les 12 principes Oui. et que tu as noté des différences entre les pays, mais est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est juste... Non, j'avais plus l'impression, quand on fait ce petit exercice-là, qui consiste grosso modo à aller écrire sur une feuille, chaque feuille représente un des principes du manifeste agile, et c'est simplement demander d'aller mettre un point de couleur différente suivant qu'on se sent prêt à aider les autres parce qu'on a l'impression de le maîtriser, ou au contraire, dans une autre couleur, de demander de l'aide. Chaque fois que je fais cet exercice, je vois des configurations de différents points qui sont différentes d'équipe en équipe, mais je n'ai pas noté de corrélation visible que je pourrais relier à la différence de culture entre les trois pays. Probablement que par rapport à l'exercice du timing, les Roumains, avec leur côté latin, ressemblent plus aux Belges, ou en tout cas aux Belges francophones. Sur le côté, si on démarre à peu près à l'heure, c'est-à-dire pas trop en retard, hein, parce qu'à peu près à l'heure, c'est rarement en avance en Belgique. C'est ceux qui s'en faisaient pas trop pour le timing. Les Allemands semblaient plus y mettre une forme de point d'honneur. En Suède, j'ai plutôt perçu, c'est comme ça, mais il n'y a pas besoin d'en parler. Ok, ouais. C'est un non-problème. Oui, c'est ça. C'est comme ça. C'est juste respecté, mais il n'y a pas besoin de... finalement, ça a l'air plus naturel. Il n'y a pas besoin de rappeler qu'il faut faire l'effort et que ça doit être comme ça. Il n'y a pas ce côté un peu que je pourrais qualifier de militaire, on a dit cette heure-là, alors c'est cette heure-là. Ouais. L'une ou deux fois, quelqu'un est revenu un peu plus tard, mais j'ai pas vu qu'on le regardait de travers, mais quand même, ils essayent chaque fois d'être bien à l'heure par rapport à ça. Moi, je me rappelle qu'en Allemagne, c'était la première question du matin, c'est à quelle heure on va manger au soir. Ok. Il fallait décider. En gros, c'était du rétro-planning. C'est si on va manger à telle heure, ça veut dire qu'il faut terminer cette formation à telle heure pour avoir le temps de retourner soit de chez soi, à l'hôtel. Voilà. Et donc, voilà. Ouais, maintenant que tu dis ça, ça réveille deux souvenirs. Effectivement, il y a une forme de qu'est-ce qu'on fait le soir, et il y a aussi une forme d'efficacité dans l'organisation que j'ai retrouvée en Suède, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va commander pour le lunch de midi? Et puis, une fois qu'on a vu que ça plaisait à tout le monde, c'est est-ce que ça dérange quelqu'un si on recommande le même lunch le lendemain, parce que ça va plus vite de le recommander. C'est ça. En Suède, c'était pareil. En Suède, par contre, je n'étais qu'un soir avec eux. Mais en Allemagne, je suis resté plus longtemps parce que j'ai enchaîné 2 formations. Et là, il y avait le côté à quel resto on va, à quelle heure. Et la journée ne démarrait pas Ouais. tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui savait quoi faire pour ça. C'est ça. Et on s'est aidé le matin. Qui ira chercher le lunch de midi? Et voilà. Et, ouais, effectivement, j'ai pas senti ça de la même manière en Suède. Ça ressemblait plus à chez nous. On sait bien qu'on finira par avoir à manger. C'est ça. Ça, on sait. L'espoir, on l'a. Mais à quelle heure exactement et où on va commander au final, j'ai mangé partout, hein, donc toutes les méthodes fonctionnent. C'est ça. Avec ou sans stress. Avec ou sans... Oui, enfin, stress, ça dépend comment c'est vécu, parce que peut-être qu'en Allemagne, le stress, c'est quand c'est pas décidé, alors qu'en Belgique ou en Roumanie, le stress, ce serait de devoir absolument décider avant qu'on commence. Donc, ça dépend où on met le zéro du stress sur la carte. Par rapport au feedback, la forme du feedback ou sur quoi ils t'ont donné du feedback, est-ce que tu as senti une différence d'un pays à l'autre? Ça a été plus naturel de donner du feedback en Roumanie et en Suède qu'en Allemagne, m'a-t-il semblé. J'ai pas d'explication particulière, si ce n'est que par rapport à ce qu'on vient de dire, je suis en train de me demander, quand c'est fini, c'est fini.
Alors, est-ce que c'est fini Est-ce qu'au moment où on commence à parler du feedback, c'est déjà fini, même si on est encore dans le timing, et qu'on est déjà ailleurs, en train de se projeter de qu'est-ce qu'il faut encore faire avant qu'on aille au restaurant? Oui, la différence majeure, pour avoir été aux Pays-Bas faire des stages de néerlandais, je sais que plus on monte dans le nord, plus on a tendance à manger tôt le soir. Eh ben, j'ai pas vécu ça. Les Allemands mangeaient plus tôt que les Suédois, et l'explication, c'est que les Allemands vont manger après la fin de la journée et puis ils rentrent chez eux, alors que les Suédois sont tous rentrés chez eux pour revenir manger après, Ok. pour avoir du temps en famille. En Roumanie, c'était plus varié. Certains sont venus me guider dans la ville, d'autres m'ont retrouvé euh, au restaurant après, avec aussi le temps de rentrer chez eux. Donc c'était un peu plus... peut-être aussi un côté, tout le monde ne doit pas faire de la même manière. Oui. Pas forcément tous ensemble. C'est moi qui extrapole, hein. Je peux pas... c'est un échantillon très petit que j'ai pu voir cette fois-ci, et forcément pas les fois d'avant, puisque c'est la première fois que j'allais dans ces pays-là. Mhm. Mais ouais, j'oserais miser sur le fait que ça se ressemble, ça ressemble à ça. Ceci dit, pour l'histoire du German Time, entre-temps, je me suis retrouvé dans un autre groupe, dans une autre entreprise en Belgique, avec des Allemands et des Belges. Et quand j'ai parlé en souriant du German Time, ils m'ont regardé l'air bizarre, avec l'air de dire, mais on ne comprend pas ce que tu veux dire. Donc peut-être que ça veut dire qu'il faut que je retourne en Allemagne pour vérifier si cette hypothèse du German Time était vraie. Mhm. On va conclure, mais j'ai encore une question et demie. La première, c'est qu'est-ce que tu en ressors finalement, c'est quoi l'élément principal que tu en ressors? Et la deuxième, c'est est-ce que tu vas poursuivre et si oui, tu vas où? Ce que j'en ressors, c'est que la plupart d'entre eux étaient déjà venus en Belgique, mais j'avais eu très peu de contact avec eux. Je m'étais retrouvé dans des réunions en ligne avec eux, et bah, la distance était là. Là maintenant, le fait d'avoir passé du temps physiquement avec eux et avec un focus, non pas sur le côté très opérationnel au jour le jour, mais les ateliers, etc. Il y a une proximité qui s'est faite. Donc les, les- l'impression, quand je les vois maintenant, que je les connais depuis longtemps, entre guillemets, alors que j'avais pas du tout cette sensation-là avant. Hein, ça me rappelle le principe agile qui dit faut du face-à-face. Si on ne fait que des trucs par écrit ou formels, sans avoir le temps d'observer ce qu'on ressent, etc., ouais, on sent que ça a quand même de la valeur ajoutée, et ça en a partout. Mhm. Après, j'ai jamais été donné ça en dehors de l'Europe. Euh, Peut-être qu'avec Pixis Canada, ce serait de se dire, tiens, et si j'allais donner le même atelier au Canada, qu'est-ce que je verrais comme différence? Est-ce que c'est la réponse à la deuxième question? Ça pourrait être le début de la réponse à la deuxième question. Après, pour ces équipes-là en particulier, j'avais un petit goût de trop peu avec la Roumanie. J'avais la sensation qu'il y avait moyen de creuser un peu plus avec eux, où il y avait un côté un peu plus, je ne sais pas si c'est plus demandeur, mais plus ouvert à continuer euh, les choses avec eux, ça pourrait. En tout cas, il y a un truc qui a sauté, c'est que ça me paraît moins incongru, voire impensable, de me dire, bah non, pas aller dans un autre pays pour le boulot pour 2 jours. Pas que j'ai envie de partir toutes les semaines. Au final, je me suis quand même rendu compte que c'était fatigant. J'étais parti à peu près 3 semaines sur 5, chaque fois une semaine ailleurs, une semaine ici. Je peux imaginer qu'au bout d'un moment, ça fatigue de travailler comme ça. Mais il y avait une forme d'enthousiasme en le faisant. Donc, je ne ressens plus de frein particulier à, à recommencer. Mhm. Euh, non, dans un gros avion, on ne me demande pas de me larguer en parachute au-dessus du pays où je dois aller. Ça ne va pas passer.
Je veux bien une certaine souplesse par rapport à sortir de ma zone de confort, mais pas m'éloigner trop de ma zone. Il faut que je continue à la voir à l'horizon, ma zone de confort, sinon ça ne va pas. Mais chaque fois que j'observerai quelqu'un que j'ai l'impression de pousser hors de ça, j'essayerai de me remettre dans les tripes les mouvements de la vie en me disant peut-être que c'est ça que lui sent en fait maintenant. Même si pour moi ça paraît confortable, peut-être que pour lui c'est pas pareil. Donc ça me permettra d'être sûr d'allumer mon empathie au bon moment. Avant le saut en parachute, que je leur demanderai. Ou son équivalent. Ouais. Eh bien, merci Eric. Je proposerais même qu'on appelle ce podcast Eric on Tour. Il y aura une suite, probablement. D'accord. Ok. Tant que tu ne me parles pas déjà de ma tournée d'adieu, ça va. Non. C'est ta première tournée, donc ça va. Ouais. Donc, merci d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez toujours aussi la possibilité sur Vodio de nous laisser un message sur les répondeurs. Donc, si vous avez envie de laisser un petit message à Eric, soit vous le faites dans les commentaires, soit vous allez sur le répondeur Vodio. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne suite et à très vite. Au revoir tout le monde. Et puis les messages, évitez le roumain et le suédois. Je ne suis pas encore assez fort. Merci.